Bon, d'un niveau de l'attachement, il suffit de connaître qu'est-ce qui génère cet attachement anxieux, comme on a parlé tout à l'heure, évitant, etc., pour avoir déjà des intuitions, si ce n'est pas une méthode, mais au moins une intuition ou des intuitions de comment on pourrait les guérir. Donc, je vais dire du mot par rapport à ça, que j'avais déjà un peu dit la dernière fois, l'attachement à la base, c'est des sensations physiques répétées suite à des comportements diédiques ou parfois des deux ou trois personnes, c'est-à-dire les enfants avec une ou deux, ou parfois plusieurs figures d'attachement, mais en général c'est une ou deux, et la résultante de ces interactions qui va générer des sensations physiques, et ces sensations physiques, quand elles se répètent, s'enregistrent dans la mémoire procédurale. À la base, c'est ça. C'est-à-dire que c'est une cluster de sensations liées à quoi? Liées à l'idée de commencer ou établir ces genres de liens avec quelqu'un. Et donc, on a la possibilité d'établir ces genres de liens avec quelqu'un qui se présente à nous. Quand quelqu'un, concrètement, par exemple, dans un processus de dating, les trucs semblent se stabiliser, devenir sérieux, ou il y a cette possibilité-là. Ces sensations physiques qui ont été de façon un peu pattern, c'est-à-dire répétées pendant l'enfance, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on voulait, par exemple, être pris dans les bras, on se sentait plutôt abandonné, seul, etc. Donc, toutes ces sensations résultantes vont revenir à la surface très rapidement parce que, je l'avais dit un peu dans notre dernier épisode, les sensations physiques euh, traversent notre esprit beaucoup plus rapidement que d'autres éléments tels que la pensée. La preuve, mettez la main sur ou touchez quelque chose qui est très chaud, la main va lâcher la chose avant même que vous vous rendez compte que ça vient de se passer. Donc la pensée, ah, je viens de toucher une tasse qui était trop chaude, ça prend trop de temps. La sensation des choses et la réponse à ça sont passées peut-être des millisecondes avant. Et on pourrait se dire, bon, c'est une milliseconde, on s'en fout. Ça change tout. Parce que ça veut dire que comme on est toujours à la ramasse avec la pensée, on a toujours l'illusion de que la pensée est en train de nous faire faire la chose qu'on est en train de faire, qu'en réalité, on est en train de le faire pour la sensation qui venait juste avant. Quand j'ai parlé des ténors et des aboutissants, c'est de ça que je parle. C'est-à-dire que l'attachement, à la base, c'est des réponses qu'on va avoir, des réponses comportementales, des réponses des pensées, des schémas, de tout ce que tu veux, mais monter sur, comme réaction à des sensations physiques qui remontent d'en bas c'est une manière de dire, mais c'est pour dire du corps, donc viscéralement, qui ont été gardées par répétition dans la mémoire procédurale. Une fois qu'on sait ça, c'est assez rapidement, je pense, qu'on commence à avoir des intuitions de ah, ça c'est ça. Ah, ok, je peux avoir quelques idées de comment les changer. C'est-à-dire qu'il faudrait faire que cette personne qui a pendant une quantité d'années, pas énorme, hein, parce qu'on parle d'entre 6 mois et 18 mois, c'est l'essence de l'attachement. Après, évidemment, ça continue à changer tout au long de la vie. Mais si dans ces périodes, entre 6 mois et 18 mois, les cœurs de ça est enregistré, bon, on peut se dire qu'en question des mois, une répétition des sensations physiques négatives qui se sont enregistrées, il faudrait pouvoir faire l'inverse. Il faudrait trouver une moyenne, pas y arriver à laquelle, mais il peut y avoir plusieurs, hein, mais il faudrait trouver un moyen d'enregistrer dans la mémoire procédurale, par répétition, des sensations différentes que cela, en l'occurrence positives, par rapport à l'idée d'être attaché à quelqu'un. Et dans la mesure dont on arriverait à faire ça, a priori, ça pourrait marcher. Voilà, c'est ça. J'essaie de te donner à toi et à l'audience aussi de suivre un peu ce que j'imagine Dan Brown, qui était mon mentor, a dû penser. Parce qu'ensuite, effectivement, la question de comment se pose, et on y arrive, mais je l'enlève un peu d'importance, parce que ce qu'il a fait, c'est hyper malin et super bien réfléchi. En plus, c'est développé pendant 26 ans, un truc comme ça, donc c'est une procédure très mise à point. Mais je n'ai dans aucun moment, même je fais ça depuis 10 ans, et dans aucun moment je me dis, il n'y a pas une autre moyen de le faire. Tout le contraire. Je me dis peut-être d'ici 15 ans, les gens vont le faire avec l'intelligence artificielle, la réalité virtuelle ou d'autres moyens. Voilà, moi je connais celui-là que je vais décrire tout à l'heure. Mais ce qui est essentiel, et que là pour le coup je crois qu'il y a une espèce de, je sais pas si dire vérité c'est trop grand comme mot, mais une observation voilà, intéressante et qui je pense qui va être un peu pérenne dans le temps, c'est cette observation de que ah, ça vient d'en bas, c'est bottom-up l'attachement. C'est pas un truc genre qui existe dans la psychologie, des genres j'ai une pattern des pensées un peu tordues ou un peu comment dire, qui colle pas avec la réalité, qui va produire ensuite des sensations physiques. Ça existe, c'est top-down, non? Top-down pour ceux qui ne connaissent pas d'anglais, des hauts vers le bas. C'est pas ça. L'attachement, c'est exactement l'inverse. C'est pour ça qu'il est si insidieux, parce qu'il est trop rapide.
La personne qui est anxieuse va dans un, j'avais donné l'exemple la dernière fois, va dans un date, il a lu avant d'aller dans les dates 144 livres d'attachement, il sait, ou elle sait, ce qu'il faut faire, ne pas faire, gna 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 gna, mais tout d'un coup, l'autre personne l'esquive une question ou se montre un peu distant, un peu froide, etc. Et comme par hasard, avant même de réaliser, il y a une sensation physique d'attirance plus forte qu'elle avait quelques instants avant, avant même qu'elle puisse penser ah mais punaise, ce truc, ça ressemble à l'exemple que mon psy m'avait parlé, c'est trop fort, ça va trop vite, voilà. Donc pour modifier ce type de comportement, il nous faut modifier ces sensations qui remontent d'en bas. C'est vraiment l'idée que c'est quelque chose qui est ancré tellement profondément, qui est vraiment un automatisme et qui, totalement inconscient et que la pensée qu'on va avoir de: «Ah mais tout d'un coup je l'aime plus», on va l'associer à autre chose après consciemment ou voilà, alors que la vraie raison nous reste inconnue tout du long et que c'est vraiment quelque chose que peu importe à quel point on se renseigne dessus, si on va pas changer du coup ce souvenir procédural, si on va pas changer ce mécanisme automatique, bah, c'est pas grave, on est perdant d'un coup. On va juste essayer de trouver après d'autres raisons plus tard pour justifier mais le mal est déjà fait. D'autant plus que ce n'est pas comme s'il y a une sensation dans un moment T et ensuite il y a tout le comportement. Les sensations telles que la pensée, telles que les comportements, etc., continuent dans le temps. C'est-à-dire que au moment où on a eu la pensée, ah punaise, je ne devrais pas ressentir ça, on a déjà une autre sensation. Donc, on est à la ramasse absolument tout le temps. Jusqu'à, ouais, on peut entendre hein, des patients, etc., nous dire, peut-être un an après, des mois après, quand ils arrivent à sortir de ces systèmes, ils arrivent à quitter, ou s'ils font quitter, je sais pas quoi, c'est à peu près le récit de quelqu'un qui n'avait pas la main sur ce qui s'est passé, en quelque sorte. Et en partie, c'est vrai, objectivement vrai, parce que dans une relation, on a au maximum 50% de contrôle, donc effectivement, on n'a pas la main sur tout ce qui se passe, mais c'est pas seulement ça. Ils disent, ils disent comme si ils n'auraient même pas le contrôle des 50% à eux. Vous voyez, c'est comme si vraiment on est amené à quelque chose. Et donc ici, justement, bon, je vais revenir en 2 minutes quand je parle de la méthode, mais c'est de se réapproprier de ces sensations, tout le contraire de les combattre, des choses comme ça, mais vraiment, c'est les approprier comme qui disent, ça c'est moi, même si c'est une exagération, parce qu'on n'est pas que ces sensations, mais c'est une espèce de manière de l'affirmer qui va un peu contrer l'inverse, qui serait, bon, tous ces trucs qui m'arrivent et qui remontent, c'est des trucs un peu préhistoriques, mais moi je suis plus que ça, c'est moi qui décide. Good luck with that parce que c'est très fort et il y a le contrôle des corps, parfois de nos cauchemars, de nos rêves. C'est très fort. Donc, je reviens. Imaginons qu'on a un consensus, je ne sais pas si on l'a, mais imaginons qu'on arrive à un consensus, plus ou moins, moi, toi, l'audience, que, OK, il y a des sensations physiques qui arrivent, qui vont en quelque sorte déclencher des mouvements comportementaux, des pensées, des schémas, même des théories naïves parfois, théorie du monde, je veux dire. Par exemple, quelqu'un qui Oui, serait oui. hyper évitant, qui arrivé à un moment, va c'est associé à peut-être une subculture qu'il a trouvé sur le net ou quoi, qui disent que en fait l'attachement c'est un truc à la con qu'il faut pas faire et qu'en réalité les humains n'ont pas besoin de ça. Par exemple, et qui après chacun pense comme il veut, et on s'en fout. Mais c'est pas la pensée en soi, c'est pas le problème. Le problème c'est la liberté. C'est-à-dire, est-ce qu'on est arrivé à ça librement par un enjeu de pensée? À ce moment-là, il n'y a aucun problème, c'est légitime. Où est-ce qu'on est arrivé là? Parce que notre corps, encore une fois, avec des sensations hyper fortes qu'on ne domine pas et qui poussent toujours avant nous, nous ont donné que ces choses-là. Et à ce moment-là, c'est pas choisi un homme libre ou une femme libre, c'est choisi presque comme un robot. Voilà. Donc, je reviens. Si on a ces consensus-là, imaginons qu'on l'a, en tout cas on fait l'hypothèse, comment on change ces sensations? Donc, Dr. Brown, mon mentor principal, il a eu une idée qu'il y a ça vient d'autres endroits, je peux parler de l'histoire après, mais grosso modo l'idée est relativement simple, je trouve qu'elle est même, comment dire, elle est élégante comme idée. C'est on peut utiliser l'imagination pour créer des situations dans la tête, donc imaginer des situations d'attachement positives qui vont déclencher à la suite des sensations physiques positives liées à l'attachement. Et si on répète cet exercice dans le temps, on va avoir les mêmes effets que les parents ont dans l'enfance, c'est-à-dire de marteler ça, de s'habituer physiquement à ça, et ensuite que ça commence à avoir sa propre vie, autre manière de dire la même chose, qu'on s'habitue, autre manière de dire la même chose, c'est-à-dire que ça devienne ordinaire. C'est-à-dire que ça, au début, en faisant la pratique, que je vais expliquer un petit peu plus tout à l'heure, on va sentir des choses, on va dire waouh, j'ai jamais ressenti ça et tout ça, c'est très joli, mais c'est pas ça les buts. Le but, c'est justement qu'après, d'un certain temps, on se dise
Ah, en effet, c'est très courant ça, c'est très normal, je le sens tout le temps. Il y a rien d'extraordinaire et c'est là qu'on veut y être. Parce que pour une personne sécure, se sentir sécure, ça n'est pas extraordinaire, c'est normal et ils sont comme ça tous les jours, voilà. Et donc, j'explique, rapidement une chose qui est, très importante pour moi, qui est, parfois, très rarement, mais ça arrive de temps en temps, quelqu'un qui entendre parler de visualiser. Visualiser, ça veut dire imaginer. Pour quelqu'un qui ne connaît pas, c'est simplement fermer les yeux et on va guider la personne. Admettons qu'on dirait, imaginez-vous que vous êtes ici, que vous êtes là, que vous faites ci, que vous faites ça. Et donc la personne avec les yeux fermés suit plus ou moins, hein, ces instructions et va voir dans sa tête ce type de choses. Et donc souvent, quand on explique ça, une pas souvent, mais de temps en temps, quelqu'un va nous dire, ah mais c'est pour changer les mémoires. Et donc moi, immédiatement, j'ai red light, c'est red flag, c'est non, 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 du tout. Même s'il y aurait une manière de changer les mémoires, moi, je les jeterais, je n'utiliserai jamais de ma vie, parce que je ne suis pas sûr que moi ou toi ou quelqu'un qui nous écoute serait lui ou moi ou toi si on nous efface les mémoires. Je touche pas à ça, c'est rien à voir. D'ailleurs, c'est pas possible. Non, non, rien du tout. C'est simplement une bonne analogie, c'est quand on va au théâtre. Et donc, quand tu vas au théâtre, si c'est une bonne pièce, évidemment, admettons l'acteur, les personnages reviennent de la guerre, ils retrouvent sa femme et ses enfants, et donc nous, audience, peut-être en regardant ça, on commence à peut-être avoir quelques larmes, on sort du théâtre, on se sent transformé. Tout en réalité, on sait que c'est des acteurs payés, que c'est pas ça, c'est pas sa famille. Lui, il est pas été à la guerre. En fait, 2 minutes après, il va se charger, il va, voilà. C'est-à-dire qu'on choisit d'y croire et aucun moment de l'expérience, on perd vraiment la conscience de que c'est faux. Et néanmoins, ça nous empêche en rien de sentir des choses très profondes, voire même de transformer notre vie. C'est pareil par rapport à les films, c'est pareil par rapport à les cauchemars d'ailleurs. Quand vous avez un cauchemar, c'est un exemple le plus moins heureux, donc je les donne de moins en moins maintenant, mais quand on a un cauchemar très fort où on perd quelqu'un qu'on aime, on se réveille, on regarde à côté et cette personne est là, elle va très bien. Euh, Immédiatement, on prend conscience que c'était un rêve, que c'est pas vrai, mais les corps physiques, ils continuent à ressentir des choses pendant des minutes, voire des heures. Parce qu'on parle de différents niveaux de la conscience. Tu veux, certains qui sont un peu plus, j'ai envie de dire, basiques ou préhistoriques, je ne sais pas comment les appeler, aucune de ces deux mots c'est exact, mais qui n'ont pas vraiment un moyen de faire une distance trop claire entre qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui est imaginé, qu'est-ce qui est théâtral, qu'est-ce qui est film, etc. Et une autre partie de nous, probablement plus liée au néocortex, etc., où on va immédiatement, par des différences des couleurs, des vitesses, de je sais pas quoi, on va se dire, ah ça, ok, ça c'est un rêve, et ça c'est la réalité. Bon, voilà. Donc, toute cette longue explication, je l'espère pas trop nécessaire, c'est pour rassurer les gens qu'ils ne touchent à rien du passé. C'est pas, d'ailleurs, les passés, presque, ils n'est même pas invité dans ces protocoles. On utilise l'imagination pour créer quelque chose de nouveau en partant des cerveaux presque, hein, où le thérapeute va faire pas mal des efforts justement pour s'assurer que ce soit le cas. Donc, par exemple, si des patients diraient, ah oui, je m'imagine très bien, je suis dans la maison des campagnes, puis on allait dans les vacances, le thérapeute va dire une chose comme, ah, c'est très bien, ça, c'est super sympa, et peut-être on peut s'inspirer de ça, mais on va créer une nouvelle maison quelque part d'autre. Voilà. Parce qu'on veut s'assurer que c'est un processus qui utilise l'imagination. Brown, mon mentor, il disait, l'imagination crée des possibilités. On peut, contrairement à ce que parfois parfois on ne sait pas. Donc, pour les personnes qui travaillent dans des métiers créatifs, ils savent ce que je veux dire, mais pour ceux qui ne les font pas, peut-être on peut se dire, mais comment je vais imaginer des choses que je n'ai pas vécues? Bah, à ce moment-là, toute l'audience là qui nous écoute peut fermer les yeux et imaginer qu'ils sont en train de marcher sur la Lune et de sauter haute de 5 mètres et un peu le vertige dès qu'on ils vont tomber. Et on peut tous faire ça et je sache, aucune de nous est allé sur la Lune, donc il n'y a aucune différence. On peut tous tout imaginer, c'est justement la capacité de l'imagination, c'est cette plasticité un peu infinie. Voilà. Je m'arrête un peu là, pas parce que j'ai fini, mais parce que sinon je suis capable de parler trop. Donc, est-ce qu'il y a des questions déjà par rapport à les deux, trois trucs que j'ai dit? Justement, ouais, ce qui est génial, c'est que j'aimerais revenir juste sur un point, que tu dises que justement, quand tu invites les patients au départ, que tu leur, fais faire la méthode, donc ils vont s'imaginer cette situation, ils vont la vivre comme extraordinaire, comme quelque chose que vraiment ils n'arrivent pas à concevoir. Et pourtant, c'est quelque chose que, pour montrer la différence entre un attachement sécure et insécure, c'est quelque chose qui, pour un attachement sécure, est totalement normal et qui est associé à un énorme bien-être chez quelqu'un qui l'a pas. Mhm.
Donc c'est vraiment je voulais juste Ah souligner ouais, vraiment oui, cette oui, non, non, différence non. fondamentale Mmh. dans laquelle on se rend pas compte d'à quel point, en fait, les gens qui ont un attachement insécure, ça peut manquer vraiment une pièce de bien-être immense qu'on n'a aucune idée et que premièrement rencontré, on se dit: «Mais c'est pas possible, cette chose n'existe pas». C'est une expérience qui a tout autre chose.